Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et aujourd'hui, on va tous se poser une question ensemble, une question importante. Faut-il euthanasier les clandestins? Alors, attention, évidemment, c'est sur le titre de l'humour, mais c'est une question que s'est quand même pourtant posée Sandrine Rousseau. Vous savez, l'écologie, le parti écologie, les Verts. Parti qui ne m'a jamais attiré, au demeurant, l'écologie a toujours été de droite. Ça, ce sont des pastèques, comme dirait Jean-Marie Le Pen, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, et elle nous a étonnés avec une intervention, l'ouverture de l'euthanasie pour les clandestins, ce qui est quand même assez intéressant, parce que l'euthanasie n'est même pas autorisée en France. Mais justement, on va avoir l'occasion de parler de ça, euthanasie, pro-vie, peine de mort, on va parler de tous ces thèmes, et pour en parler, j'ai avec moi deux individus, deux personnes, ils sont tous les deux membres du bureau politique du Parti de la France. Nous avons tout d'abord Pierre-Nicolas Nups, qui est secrétaire général. Bonsoir, Pierre-Nicolas. Et bonsoir Alex, bonsoir à nos amis, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à Yanis également. Et oui, vous avez bien raison de saluer les auditeurs, faut que je le fasse plus souvent. Bonsoir également aux auditeurs. Yanis Morio, vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France, bourguignon comme moi. Comment allez-vous ? Eh bien, bonsoir Alexandre, bonsoir Pierre-Nicolas et bonsoir à nos auditeurs. Eh bien, écoutez, je vais très bien. Je suis impatient de marcher vers Pâques. Et oui, c'est pour le gigot piqué d'ail. Et oui, et j'anticipe certains commentaires. J'anticipe certains commentaires. Si Yanis Morio a hâte d'être à Pâques, c'est pour des raisons catholiques. Ce n'est pas pour le chocolat. Hein, je précise. C'était sûr qu'on allait avoir ce genre de commentaires, donc je leur coupe l'herbe sous le pied. Mais bon, trêve de Pâques, même si c'est vrai que c'est la dernière émission avant Pâques, et vous avez raison de le souligner, la fin du carême, on va parler plutôt du thème de ce soir, et justement, j'en parlais un peu en intro, j'en parlais un peu en préambule. Sandrine Rousseau a récemment déclaré que les migrants devraient avoir accès à l'euthanasie. Mes chers amis, que vous inspire cette déclaration, Pierre-Nicolas ? Cette déclaration est d'une violence glaçante. Offrir la mort assistée à des personnes qui fuient déjà la misère et la guerre, c'est institutionnaliser leur désespoir. C'est pas un progrès social, c'est une forme de sélection utilitariste, si j'ose dire. C'est une logique eugénique qui vise à éliminer ceux que la société ne veut pas prendre en charge. Alors, venant de Sandrine Rousseau, je ne sais pas vraiment comment le prendre, puisque Sandrine Rousseau est une personne qui est systématiquement gênante dès qu'elle ouvre la bouche. Et je vais paraphraser Serge Ayoub, qui lui avait répondu une fois sur le réseau social Twitter, sur lequel on est actuellement, Twitter devenu X. Je ne sais plus c'était à propos de quel sujet, mais Serge Ayoub lui avait répondu: ce n'est pas parce que l'extrême droite dit que vous êtes des malades mentaux que vous êtes forcé de lui prouver qu'elle a raison. Voilà, c'était du grand Serge Ayoub, alors je me permets de le paraphraser. Je le recite pour ce cas bien spécifique. Ce serait moins inquiétant si nous ne savions pas que Sandrine Rousseau était tout de même présidente de l'université de Lille, il me semble. Hein. Donc, avec des profs comme ça, il ne faut pas s'étonner que certaines autres personnes mettent 10 ans à obtenir une licence. Hein. C'est catastrophique. Je ne sais pas comment le prendre, mais en tout cas, je trouve cela glaçant, surtout venant de la part d'une personnalité de gauche. Oui, c'est vrai. Bon, alors, clandestin qui fuit la guerre et la misère, ça... Attention, on va bien couper votre micro, Pierre-Nicolas. Oui, alors, clandestin qui fuit la guerre et la misère, on sait que c'est un dans mythe. Leur narratif. Je veux dire dans leur narratif à eux, et puis ce n'est pas parce qu'ils le disent que c'est nécessairement faux. Mais enfin voilà, maintenant ils vouent les migrants à l'euthanasie. Bon, eh bien, certaines personnes pourraient considérer qu'il y a des progrès de la part de la gauche. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je vous donne comment dire, l'occasion de complémenter pour éviter certains commentaires désagréables qui diraient que vous faites de la démagogie. Bien évidemment que vous prenez le narratif de la gauche, mais je pense que la majorité des spectateurs, des auditeurs l'ont compris. Alors oui, mon cher Yosha Yanis Morio, est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'un progrès social d'ouvrir l'euthanasie aux clandestins, même déjà d'ouvrir tout court l'euthanasie, parce que je rappelle que c'est interdit en France, ou est-ce que c'est une pente glissante vers une forme d'eugénisme que nous fait l'écologiste Sandrine Rousseau ? Alors effectivement, connaissant la mère Rousseau, bon, on se doute bien que c'est dans son esprit à elle, où l'euthanasie
quelque chose de positif. Elle doit se dire c'est une grande chose de pouvoir l'ouvrir à tous ces gens. C'est le principe de l'universalité républicaine. Bon, j'ai envie de dire sur un ton un peu badin que le Parti de la France est plus humaniste que Sandrine Rousseau, car nous ne voulons pas tuer ces gens, nous voulons simplement les renvoyer dans leur pays. Bon, alors évidemment, ceux qui tuent, qui méritent la peine de mort, car nous sommes aussi pour la peine de mort, tout en étant contre l'euthanasie, car ce sont deux choses différentes. J'anticipe déjà les commentaires des gens qui n'y connaissent rien. Donc oui, nous sommes plus humanistes qu'elle, nous sommes pour la rémigration et pas pour tuer systématiquement tous ces gens, sauf s'ils commettent des crimes. Mais bon, plutôt que d'arguer sur une plaisanterie ou un mot qui a dépassé son esprit donc de cette stupide bonne femme, on peut aussi l'appeler comme ça, il faut aussi voir d'où elle vient, toujours son principe d'aller plus loin, le maximalisme, ça vient de Lénine. Mais bon, sinon, voilà, ce propos aura au moins eu le mérite de mettre en lumière la question de l'euthanasie, qui est en ce moment un sujet vraiment brûlant. Oui, c'est vrai qu'on en parle depuis quelque temps de l'euthanasie. On a récemment, comment je pourrais dire, mis dans la Constitution, constitutionnalisé l'avortement, et donc l'euthanasie fait beaucoup débat. Ah, Pierre-Nicolas Nupes, je vois que vous voulez intervenir. Non, je souhaitais simplement rappeler la position du Parti de la France en la matière, c'est-à-dire qu'au Parti de la France, nous sommes euh, pour la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Nous sommes des ennemis déclarés de l'euthanasie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on en parle pour les migrants que nous allons soutenir cette abomination. Nous sommes résolument opposés non seulement à l'avortement, ce crime contre la vie, mais aussi contre l'euthanasie, puisque je tiens à rappeler que la médecine est la science de la vie et non pas celle de la mort. Il y a déjà un problème philosophique majeur dans la conception de cette chose-là. Et oui, puisqu'on parle d'eugénisme, nous sommes contre l'euthanasie. L'euthanasie, excusez-moi. Blague à part, continuons directement sur la seconde question que j'aimerais vous poser à tous les deux. L'euthanasie est souvent présentée à travers des cas extrêmes, très médiatisés. Est-ce que c'est une façon pour vous honnête de légiférer? Je vais vous poser plutôt à vous la question, mon cher Pierre-Nicolas Nupes, parce qu'on rappelle, je l'ai pas dit en intro, mais on a l'habitude, vous êtes juriste, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on insiste là à une instrumentalisation émotionnelle pour imposer une norme de mort? C'est une manipulation émotionnelle. On utilise des cas extrêmes pour désarmer le débat, neutraliser la réflexion éthique et faire passer une idéologie, l'idéologie de la mort, sous couvert de compassion. Il y a l'émotion qui remplace la raison dans le processus législatif, ce qui est profondément malhonnête et surtout profondément inquiétant. Je ne m'étonne pas que cela provienne de ce courant de pensée particulièrement mortifère et néfaste que constitue l'idéologie de gauche en général. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et vous, mon cher Yanis, vous, on rappelle que vous êtes également, bah, on croit qu'on est tous les trois d'ailleurs catholiques. Mais Yanis Morio, c'est vrai que vous avez déjà intervenu dans mes émissions pour parler du catholicisme. Vous, quel est votre regard en tant que catholique français? Eh bien, mon regard en tant que catholique, français et même universel, c'est que cette question, bon, qui là est dans le débat français, mais on voit des précédents dans de nombreux pays. On a des cas, voilà, de nombreux pays qui ont mis l'euthanasie, et on rappelle, voilà, que c'est justement un grand manque de charité, de vraie charité, c'est-à-dire de s'occuper des gens dans leur vie. On nous présente sous des bons, voilà, des exemples, comme on disait tout à l'heure, des exemples de gens qui sont vraiment dans la grande souffrance. On nous a parlé longtemps de Vincent Lambert, bon, qui finalement est mort naturellement, mais voilà, c'est toujours des exemples très durs sur lesquels, bon, là, il y a évidemment une grande souffrance, mais voilà, pour faire passer l'euthanasie à des gens qui auraient tous les moyens de s'en sortir, qui sont des fois dans une déprime. Bon, c'est une grande souffrance, mais qu'on pourrait soigner, qui ne sont pas des maladies incurables, comme il en existe. Et voilà, c'est toujours, voilà, préparer les esprits avec des cas très graves. Ça commence, voilà, avec des gens paralysés,
des gens qui ont la maladie de Charcot, des graves accidents de la vie qui les ont rendus complètement inopérants physiquement. Et après, voilà, bah, toutes les digues vont sauter. C'est ce qu'on voit déjà, c'est le cas en Belgique, aux Pays-Bas. Enfin, c'est toujours comme ça. Il faut jamais se laisser prendre. De toute façon, le diable est toujours séduisant. Il nous sortira toujours des exemples pour prendre au cœur et pour dire si vous avez un cœur, comment pouvez-vous laisser souffrir cette personne? Mais voilà, c'est très pervers comme façon de faire. Mais on a l'habitude, de toute façon. Notre classe politique, leur agenda mondialiste, ils sont pervers. Donc, on ne s'attend pas à des arguments honnêtes de leur part. Effectivement, vous soulevez un point intéressant parce que vous parlez d'exemples, on va dire séduisants, faussement moraux, qui permettent malheureusement la normalisation et l'abus. C'est bien évidemment le cas de l'avortement. L'avortement, à la base, si je me trompe pas, Pierre-Nicolas Nups, juriste, est avec nous, il pourra me corriger au besoin. L'avortement, c'était prévu pour les femmes en détresse, ça devait être une exception. Aujourd'hui, on a Bien sûr, 220 000 avortements par an, sûr. 220 000. Est-ce que vous pensez que ça va être pareil, Pierre-Nicolas là, c'est pas d'un point de vue juriste, mais d'un point de vue plutôt idéologique. Est-ce que vous pensez que ça peut risquer la banalisation de l'euthanasie? Absolument. Absolument. C'est d'ailleurs la suite évidente. Et non seulement c'est la suite évidente, mais j'irais même jusqu'à dire qu'elle est recherchée. C'est la suite recherchée. L'avortement est l'exemple type du glissement de l'exception vers la norme. Aujourd'hui, bah, comme vous l'avez dit, comme l'a dit également Yanis, il est banalisé, il est même présenté comme un droit fondamental. Et je tiens à préciser que les amis de Madame Rousseau, enfin, ils ne font pas partie du même parti politique, mais c'est la même famille de pensée, c'est chez les LFI, il y a une volonté de constitutionnaliser ce drame qu'est l'avortement. Donc, on le présente comme un droit fondamental aujourd'hui. Donc, il est absolument évident qu'il est à craindre que l'euthanasie, qui est d'abord réservée à des cas rares, eh bien, devienne rapidement une solution médicale ordinaire et ensuite socialement encouragée. Non seulement cela va se produire, mais moi j'affirme, je suis absolument convaincu, on dira que je suis conspirationniste, mais je suis absolument convaincu que c'est le but qui est recherché. Et oui, 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 merci beaucoup. Effectivement, bah déjà, présenter l'euthanasie comme solution finale à la souffrance, ça ne sent pas bon de base. Yanis Mario, vous pensez également qu'on va vers une forme de banalisation, de la désacralisation même de la vie, on peut le dire. Alors oui, bah, de toute façon, d'un bout à l'autre, on a parlé donc de l'avortement et donc le début de la vie et la fin de la vie avec l'euthanasie. La vie ne vaut plus rien, sauf pour les personnes qui ont encore une foi chrétienne, qui savent qu'il y a une doctrine sociale et vraiment une éthique. Bah, la vie, après tout, puisque selon ces gens, la vie commence comme ça, dès le premier cri, puisque la vie prénatale ne compte plus, le fœtus n'est pas un être vivant pour eux. Bon, bientôt, on pourra dire que la première année de l'enfant est à laisser. Si toutefois, ma foi, ça ne va pas, on pourra l'euthanasier post-natal. Je plaisante à peine, il y a des gens qui en parlent déjà pour les cas de maladie infantile. Euh, et bah, avec la mort, c'est pareil. On commence à nous dire bah, à quoi bon vivre, même pas forcément les personnes âgées, mais les personnes malades. Donc oui, la vie n'a plus rien de sacré. D'ailleurs, on le voit même dans la manière de faire la guerre. Avant, quand on faisait la guerre, on avait le respect pour le corps, la dépouille de son ennemi. On rappellera donc notre maître à penser, Jean-Marie Le Pen, quand il avait fait la guerre à Suez, qu'il avait tué au combat des musulmans, il les a enterrés selon leurs propres convictions à eux, donc face à la Mecque, par respect voilà, pour leur dépouille. Mais aujourd'hui, bon, il n'y a plus aucun respect pour la dépouille humaine. On voit dans les, les- les- au moment des enterrements, bon, bah, c'est emballer, c'est peser, c'est très rapide. Il n'y a plus, c'est vraiment minimal. Il n'y a plus la veillée du mort. Tout est chronométré au cordeau. Il y a plus aucun, de moins en moins, je dirais pas aucun, il y a encore des familles de gens tout à fait respectueux et dignes, mais tout est fait, voilà, pour désacraliser la vie humaine et son aboutissement, qu'il soit naturel ou tragique, qui est la mort.
Ouais, effectivement, effectivement. D'ailleurs, la question que je m'apprête à vous poser me rappelle beaucoup le cas des trans, finalement. Une désacralisation du sexe et du genre, on peut le dire, on peut le dire. La question que j'aimerais vous poser, c'est peut-on encore parler de choix libre et éclairé lorsqu'on sait que de nombreuses personnes âgées ou malades vivent dans l'isolement, la pauvreté ou la détresse psychologique? N'est-ce pas un choix imposé par la société, mon cher Pierre-Nicolas? Bien sûr, c'est un choix imposé par la société, ce n'est pas un choix libre, c'est un choix qui est conditionné par la détresse. Une personne âgée isolée, malade a fortiori, abandonnée par la société, peut demander à mourir, non par volonté réelle, mais par sentiment d'inutilité. C'est une forme de pression sociale indirecte, c'est une euthanasie par résignation. C'est absolument monstrueux, et c'est d'autant plus monstrueux lorsque l'on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure à 2 reprises, que c'est le but qui est recherché. Je vais par exemple citer l'idéologie, si j'ose dire, d'un certain Jacques Attali, le conseiller de tous nos présidents de la République. Ce type-là, il est en photo avec tous les présidents qu'on a eus depuis au moins, depuis au moins François Mitterrand. On n'était même pas nés, toi et moi d'ailleurs, Alex. Moi, j'étais pas né. Et il y avait bien la volonté chez cet homme-là, eh bien, d'éliminer les personnes qui avaient plus, je crois, de 70 ans. Bon, bah, on s'aperçoit aujourd'hui que M. Attali est toujours là et qu'il est toujours aussi bienfaisant qu'autrefois. Oui, d'ailleurs, Une âme touchée par la grâce divine, sans doute, parce que, comme nous le savons sans doute, c'est un grand catholique. et Yanis ne fut pas né non plus, hein, si je me trompe pas. Bah, bien sûr que non, étant donné On que était Yanis, tous les il a trois un an pas de moins nés. que moi. Et oui, il est plus jeune que Pierre-Nicolas. Et oui, et oui. Je dirais pas Je suis forcément. né en 1993, donc je suis né sous Mitterrand et Balladur était à Matignon. Donc oui, Attali sévissait déjà. 31 août, n'est-ce pas? Comme Epona et Éric Zemmour. Et ça, on s'en fiche un peu. Euh, Et l'empereur Caligula. et l'empereur Caligula. C'est pas mal. Choisissez votre préféré. Alors, j'aimerais vous poser la question. J'aimerais vous poser la question, si vous le voulez bien. Ah oui, bah attendez, Yanis Morio, je vais vous laisser également vous exprimer là-dessus. Est-ce que pour vous, c'est un choix libre et éclairé? En tant que catholique, vous êtes accroché à la notion de libre arbitre. Est-ce que ça rentre dans le cadre du libre arbitre ou est-ce que ça s'oppose à la volonté de Dieu? Alors ça s'oppose déjà, oui, complètement à la volonté de Dieu qui veut qu'on respecte ses créatures, qu'on respecte nos frères et sœurs, et c'est opposé complètement au libre arbitre, parce qu'on ne laisse pas vraiment le choix. Il faut voir la pression des personnes âgées, même si l'euthanasie, on n'est pas encore là, il y a déjà timidement des débuts, on peut se laisser mourir facilement, donc il y a la pression de dire, mais vous vous rendez compte ce que vous allez coûter à vos petits-enfants, à quoi ça sert, et puis c'est vrai que les EHPAD sont chers, bon ça c'est vrai que les EHPAD sont chers pour manger 3-4 yaourts, et puis et chose véridique, tu as droit à 3 couches par jour, quelle que soit voilà, ta situation gastrique du jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails scabreux, bruts, mais réels de la vie. Et voilà, pour avoir ces conditions de vie-là dans une chambre, pour payer 2000 euros pour des soins voilà, vraiment minimes, des gens, donc des personnes âgées qui se sentent vraiment abandonnées, bah, effectivement, beaucoup sont amenés à se dire à quoi bon, et à ce moment-là, pensent à l'euthanasie, mais ils n'y auraient pas pensé dans d'autres conditions. Il faut voir aussi que beaucoup de gens se disent, si vraiment ça ne va pas, si vraiment je me vois dépérir, je voudrais être euthanasié. Et après, au moment où la mort approche, on se sent ne pas avoir le recul pour le dire, parce que comprendre, mais beaucoup de gens qui effectivement sont au bord du précipice se rétractent jusqu'au dernier moment, disent ah bah non, et on a eu beaucoup de cas où ils disent ah bah je vais quand même attendre au moins Noël pour revoir un peu la famille. Bon, il y a toujours une manière de repousser les choses, mais si on leur fait signer un papier puis que après on revient plus sur la décision, bah, beaucoup de gens se déclareront prêts à mourir le plus vite possible et pourront plus revenir en arrière. C'est aussi ce qu'ils veulent d'ailleurs, de toute manière. Et puis il faut voir aussi, voilà, dans ces EHPAD, tant qu'ils peuvent payer, bah, ils sont très précieux, parce que bon, une rente de 2000 euros qui tombe, les propriétaires d'EHPAD, qui soient publics d'ailleurs, ou privés comme Orpea et autres,
sont bien contents de toucher ça, mais du jour où voilà, le pécule est disparu, parce que tout le monde n'a pas 2000 euros de retraite, ça se saurait dans ce pays, une fois qu'il n'y a plus rien, ma foi, les soins vont être de moins en moins importants, et ma foi, qu'est-ce qui va arriver? Un jour, ils vont mourir, mais c'est parce qu'ils sont plus rentables, donc là, ça va arriver souvent. Je crois que Orpea s'appelle Emeis maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont regroupé leurs actions récemment. Il me semble que c'est Emeis. Ils ont changé de nom suite à, vous savez, la Fallait chute, changer le nom, c'est suite au scandale, comme le Crédit Lyonnais et l'UMP. chute de 99,97% à la bourse. C'est difficile de faire pire. Enfin, je devrais pas rire, mais vous avez compris, quoi. C'est un rire d'étonnement. Je sais pas si ça se dit. Continuons, si vous le voulez bien, cette émission. J'en suis à la moitié des questions que j'aimerais traiter avec vous sur ce thème. J'aimerais vous poser cette question à vous, Pierre-Nicolas Lupes. Quels sont les risques pour vous d'une légalisation de l'euthanasie pour les personnes vulnérables, personnes âgées, handicapées, dépressives, ou peut-être même demain, les migrants? Je ne cache pas que c'est pas de cette dernière catégorie dont je me soucie le plus, mais tout de même, ce sont des êtres humains. Non, plus sérieusement, sans faire dans le cynisme, c'est un sujet qui est tout de même assez grave à traiter. Le risque, concrètement, je ne ferai pas une réponse très longue, je vais essayer d'être le plus complet possible, le plus synthétique. Le risque, c'est de créer une hiérarchie des vies, puisque dès lors qu'on légalise la possibilité de donner la mort, on ouvre la porte à des critères arbitraires de qualité de vie, si j'ose dire, entre de gros guillemets. Les personnes vulnérables deviennent des cibles prioritaires d'un système qui préfère les faire disparaître plutôt que de les accompagner. Et tout ça sur des arguments extrêmement démagogiques, puisque ce sujet complexe que nous traitons ce soir, eh bien, nous avons tous eu à le connaître, je veux dire, au cours de dîners de famille ou bien au bar ou je ne sais où, dans la machine à café du bureau, que ce soit dans les couloirs de la faculté, à l'école ou que sais-je encore. On a tous déjà discuté de la fin de vie. Et immédiatement, dès lors que l'on pose ce problème sur la table, ce sont les arguments démagogiques dont on avait parlé plus, plus, plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire qu'on nous présente systématiquement des cas extrêmes de personnes qui seraient par exemple victimes d'un accident, quasiment en état de mort cérébrale, qui n'ont aucune possibilité, en tout cas dans l'état actuel de la science, de rémission, des personnes qui seraient par exemple condamnées à être paraplégiques, nourries par une sonde à vie. Ben, évidemment, beaucoup de personnes à ce moment-là répondent qu'elles aimeraient plutôt être comment dire, accompagnées vers la mort, éliminées même ou euthanasiées, disons clairement le mot, plutôt que de vivre dans cette situation de dépendance. Bien sûr, ces cas existent, mais il existe déjà une solution pour ces cas-là. Il existe déjà une solution qui s'appelle la sédation profonde et continue. C'est-à-dire que l'on va vous administrer une substance qui va totalement supprimer votre douleur, elle va également supprimer votre conscience, et ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on cesse de vous alimenter, on cesse de vous alimenter artificiellement, on cesse de vous soigner, et dès lors que vous n'êtes plus soigné, dès lors que vous n'êtes plus alimenté, eh bien, dans maximum 3 jours, eh bien, vous mourrez, et vous mourrez sans souffrance, tout simplement, eh bien, parce que vous n'êtes plus alimenté, et vous êtes accompagné dans la mort par cette sédation profonde et continue qui fait qu'elle vous évite de souffrir. Alors, c'est pas du tout la même chose que l'euthanasie, voyez-vous. C'est pas du tout la même chose puisque dans ce cas-là, on cesse d'alimenter la personne, on cesse de s'acharner de manière thérapeutique dessus, alors que dans le cas de l'euthanasie, il s'agit d'administrer une substance létale à la personne. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas un détail. Nous qui sommes des défenseurs de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la conception naturelle à la mort naturelle, nous ne pouvons pas tolérer cela. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médecine est la science de la vie, c'est la science qui combat la maladie, ce n'est pas la science qui dit, eh bien, on administre des substances létales dès lors qu'on a besoin de faire disparaître une personne sur des critères sociaux, économiques ou que sais-je encore. Voilà, j'avais dit que je ferais une réponse courte, je suis parti tout de même dans une réponse assez longue.
Le but de cette émission, c'est de faire des réponses longues, bien évidemment. Plus vous faites de réponses longues, moins j'ai à travailler. Je plaisante, bien évidemment. Ah, mais bien sûr, mon cher Alexandre, mais moi, tu sais, dès lors qu'on parle plus des Noirs et des Arabes, je ne sais plus quoi dire. Eh ben justement, parlons-en. Non, ce n'est pas le sujet de ce soir. Je plaisante, bien évidemment. J'essaye de détendre un peu l'atmosphère. Mais naturellement, vous avez bien raison, vous avez bien raison. Alors Yanis, je me tourne vers vous parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, vous avez parlé de la Belgique, vous avez parlé de la Suisse, etc. Certains pays qui ont légalisé l'euthanasie voient déjà apparaître des cas d'euthanasie pour fatigue de vivre, ou dépression chronique, ou dysthymie même, bref, tout un tas de troubles qui pourraient expliquer une phase temporaire. Est-ce qu'encore la médecine comme le disait Pierre-Nicolas Nups, est-ce que c'est de la médecine à ce niveau-là, ou est-ce que c'est une forme moderne de gestion de l'inutilité sociale? Alors d'une certaine manière, oui, il n'y a plus rien de médical là-dedans. Quand on voit des mineurs qui ont un vague à l'âme, ce qui est tout à fait normal à l'adolescence, pour des raisons tant psychologiques qu'hormonales d'ailleurs, voilà, la question, il faut régler ça et les ramener sur les bons rails, si j'ose dire. Mais là, voilà, si le moindre mineur, le moindre adolescent qui a du vague à l'âme provisoire demande l'euthanasie et qu'on ne pourra plus lui refuser, parce qu'on le voit, voilà, dans le cas de la Belgique, il faut demander, faut demander l'autorisation parentale pour avoir des cigarettes ou quoi que ce soit. Mais par contre, alors pour changer de sexe ou se faire euthanasier, là, ça regarde seulement l'enfant. Les parents n'ont rien à voir là-dedans, c'est l'enfant et le corps médical. Bon, c'est de pire en pire. Enfin, de toute façon, les enfants n'appartiennent plus à leurs parents dans le monde qu'ils veulent nous proposer. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Laurence Rossignol, qu'on a publié depuis, mais qui était ministre sous François Hollande, qui disait que les enfants n'appartiennent plus à leurs parents, mais à l'éducation nationale, donc à l'État. Donc on est, voilà, ces gens ont des rêves totalitaires de, de supprimer la famille, la notion de famille. On a déjà supprimé la notion de bon père de famille dans le droit français, agir en bon père de famille. Non, on veut abolir carrément l'autorité parentale, en supprimant la liberté scolaire, en supprimant, voilà, le droit de regard des parents sur les choses essentielles de la vie de l'enfant. C'est une catastrophe. On va euthanasier énormément de mineurs. On en est arrivé à un point qui est complètement inimaginable. Et ces choses existent déjà en Belgique ou même parfois en Grande-Bretagne et dans d'autres pays anglo-saxons qui sont allés encore plus loin. Merci beaucoup Yanis Morel, pour votre réponse sur cette question. Et oui, tout à fait, mais vous me voyez venir, et je vais prendre... Ah bah, Pierre-Nicolas, je vois que vous avez déjà allumé votre microphone, peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pas du tout. Pas du Ah tout. bah, J'allume mon micro pour me préparer à la prochaine question que tu as à nous poser, cher ami. très très bien, veuillez l'allumer à la fin de ma question. À moins que tu aies décidé d'interroger Yanis en premier, c'est possible aussi. Mais Ah c'est non, vrai non, que c'était pour depuis le l'occurrence. début de cette émission, c'est moi que tu interroges en premier. Alors j'ai appuyé sur mon micro pour répondre et je suis d'ailleurs en train d'attendre patiemment plutôt que de picoler comme lorsque je fais lorsque Yanis parle. Non pas que ce qu'ils disent est inintéressant. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ça fait longtemps que je peux inviter Alexandre Simoneau sur une émission, faudrait que je le réinvite. Ah Euh, oui, bah tu nous inviteras tous les deux en même temps. Ah bah, ah ouais, ça s'est tellement bien passé l'autre fois. Pour un bilan bien Mais arrosé. petite parenthèse, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu sais d'où vient l'expression? Je l'ai appris que très récemment, hein, j'ai 33 ans, j'ai appris ça que très récemment. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression se saouler, tu me saoules, par exemple? Non. Eh Peut-être que bien, Yanis parce sait. que c'est vrai que moi, je m'en suis jamais aperçu, mais lorsque tu es, par exemple, au bar avec une personne, la personne qui boit, c'est celle qui ne parle pas. Donc tu vois, si jamais je parle, je ne bois pas, et c'est toi qui bois en attendant. Donc quand tu parles beaucoup, eh bien tu saoules l'autre personne. J'ai appris ça récemment. Ah. J'ai appris ça récemment. Ah bah oui, je vois, ouais, Donc là, effectivement. Yanis était en train de parler, et donc par conséquent, je n'étais pas en train de me saouler la gueule. Mais très bien, très bien, très bien. Peut-être qu'on saoule Yanis, du coup, subséquemment. C'est possible. Bon, eh bien, je t'en prie, cher ami, Oui, cette digression faite. j'espère que nous ne saoulons pas nos auditeurs.
Et nos auditeurs veulent que je pose ma future question, et ma future question est la suivante, mon cher Pierre-Nicolas Nups. Peut-on envisager un vrai choix digne, sans un accès équitable, aux soins palliatifs? N'est-ce pas là que la société devrait investir ses moyens, elle qui a tant de difficultés à mettre ses hôpitaux debout? Oui, eh bien, j'avais commencé à aborder cette question précédemment. C'est là en réalité l'enjeu fondamental de cette question. On ne peut pas parler de choix tant que l'alternative des soins palliatifs n'est pas garantie à tous. Or, moins d'un tiers des personnes en fin de vie y ont accès. C'est une carence que je qualifierais de carence coupable. La société devrait investir massivement pour accompagner la vie plutôt que de l'abréger, comme le souhaite par exemple M. Jacques Attali. C'est la différence qu'il y a entre nous les catholiques et les autres. Et oui, vous Yanis, vous partagez cette position, bien évidemment, soins palliatifs. C'est là notre avenir, en termes de médical. Ah oui, il faudrait absolument les développer, parce que les gens vivent, enfin en tout cas dans notre société, si on ne va pas vers une tiers-mondisation, qui est encore un scénario tout à fait possible pour la France, au vu de ce qui se passe, mais dans le cadre voilà, d'un pays développé que nous sommes encore, peu ou prou, les gens sont amenés à vivre de plus en plus vieux. Et effectivement, souvent de plus en plus seuls, pour des raisons pratiques. Alors il y a aussi le fait que la famille se délite, on garde moins les parents, les grands-parents à la maison, comme c'était le cas dans la société encore agricole qui était la France il y a quelques temps, et même dans les familles vivant en ville, les appartements le permettaient. Aujourd'hui, quand on voit que beaucoup de gens sont obligés de vivre dans moins de 20 mètres carrés, parce que là, il y a énormément de demandes sur un marché immobilier qui est de plus en plus petit, et une concentration du travail dans certains endroits, bah, effectivement, quand vous êtes un couple avec bon, rarement plus de 2 enfants aujourd'hui, mais je parle pour les familles françaises en tout cas, un couple avec 2 enfants, si vous devez garder, mettons, ne serait-ce qu'un ou deux grands-parents, dans 20 mètres carrés, ça devient très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens dans les maisons de retraite, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et effectivement, ces dernières années qu'on a, mettons, aujourd'hui 60 ans, bon, on est plutôt jeune, 70 ans encore, mais tout ce qui va de 70 ans à 80, voire 90, voire 100, c'est des années des fois très longues. La souffrance par-dessus, bon, plus même des fois les jeunes qui peuvent avoir des maladies qui font que leur fin de vie arrive plus tôt, mais peut être des fois très longue. Il n'y a pas de service de soins palliatifs. On leur propose voilà, de prendre un calmant et d'attendre tout seul avec sa pompe à morphine que le temps passe. Et la seule alternative qu'on donne à ces gens, bah, effectivement, c'est l'euthanasie. Donc ceux qui sont vraiment dans la souffrance, des fois, se jettent dessus dans un désespoir de cause. Mais voilà, la meilleure solution serait de développer des vrais soins palliatifs avec des vrais médecins et des vrais infirmiers formés à ça. Parce que c'est un pan de la médecine à part entière. On ne fait pas comme d'autres, dans d'autres, il faudrait vraiment des services dédiés. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, mon cher Yanis. On va faire une émission là-dessus. Pareil, vous abordez le sujet de l'immobilier, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire hein, sur l'immobilier, hein, la spéculation du marché, le monopole, la manipulation, comme on dit, du marché. Pour moi, on devrait pas avoir le droit d'être propriétaire si on n'a pas la nationalité du pays en question. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Qui n'est pas celui du Parti de la France, hein, c'est mon avis personnel. On n'en a pas débattu, je crois, en interne, mais ce serait une question qui serait intéressante à soulever. Continuons si vous le voulez bien. Comment expliquer aujourd'hui que la médecine qui a pour vocation de soigner et de soulager en arrive à donner la mort? Est-ce une trahison de l'éthique médicale traditionnelle, comme tout ce qui est traditionnel finalement en Occident? Est-ce que c'est là encore une trahison, mon cher Pierre-Nicolas? Oui, oui, c'est une rupture totale avec l'éthique hippocratique qui est fondée sur l'idée que la médecine eh bien, comporte l'idée de respect inconditionnel de la vie. Le médecin devient exécution d'une décision létale, non plus celui qui soigne. C'est une trahison de sa vocation première, qui est d'accompagner, soulager, rassurer et jamais tuer en réalité.
Donc oui, c'est pour répondre simplement à ta question, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être plus synthétique que ça. C'est bien sûr une trahison de l'éthique médicale, même pas seulement traditionnelle, c'est une trahison de l'éthique médicale tout court. Oui, 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 tout à fait. Et vous, Yanis Morio, cette déontologie, le serment d'Hippocrate, est-ce qu'il est mis à mal, selon vous, en Occident? On parle bien sûr de l'euthanasie, mais on peut parler de manière générale. Est-ce que vous pensez que le serment d'Hippocrate est mis à mal en Occident? Ça, il y a bien longtemps qu'il n'est plus respecté, non pas individuellement par tous les médecins, car il y a encore beaucoup de médecins qui ont une conscience éthique, professionnelle, mais en tout cas par le système médical en lui-même, par les présidents des différents ordres départementaux des médecins qui font la chasse aux médecins qui le respectent encore, et ça va aller en s'aggravant. Oui, ça, il y a bien longtemps que le serment d'Hippocrate, pour beaucoup, est devenu serment d'hypocrite. Comme disait je ne sais plus qui d'ailleurs, mais j'avais trouvé ça très bien trouvé. Voilà, il y a une suspicion de plus en plus grande pour le corps médical, mais effectivement, bah, on ne va pas s'étonner de pourquoi quand on voit ce que l'appareil médical, le système en lui-même, quand on voit comment il a agi pendant le Covid, à faire scandaleusement, voilà, pousser les gens à se vacciner en leur mentant, traquer ceux qui ne le voulaient pas, euh, voilà, à forcer même des enfants, de tout petits enfants à le faire. Enfin, il y a vraiment, maintenant, il y a un doute grandissant entre la population française et leurs médecins, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec. Là, on pourra demain se dire s'il y a un litige dans une famille, parce que ce genre de cas vont arriver entre une partie de la famille qui sera pour euthanasier la grand-mère, la grande-tante ou qui d'autre, et une partie qui ne le voudra pas. Ça fera voilà, des ruptures familiales de plus en plus grandes. Et donc ceux qui seront contre pourront se retourner vers le médecin. Évidemment, bon, lui sera protégé par la loi qui défend l'euthanasie, mais diront, enfin, c'est toi qui as tué ma grand-mère. Enfin, ça va être une véritable guerre civile, sociale entre les Français, une fois de plus, alors que c'est vraiment un moment où on a le plus besoin d'être unis. Enfin, la société n'a jamais été autant désunie que depuis quelques années, et là, on va rajouter encore de l'huile sur le feu, avec tout ce qui touche à la vie, à la mort, au respect, à nos familles, à nos proches. Ben là, on va encore aggraver la situation qui est déjà alarmante. Eh oui. Et allez-y, Euh, Pierre-Nicolas. si Yanis a terminé, j'en profite pour faire encore une fois, excusez-moi, une petite digression, mais si je ne la place pas ici, eh bien, je ne pourrais tout simplement la placer nulle part. Euh, Yanis a parlé du Covid, c'est très bien parce que nous sommes aperçus par rapport aux récents chiffres que je n'ai pas sous les yeux, mais que j'ai lus il y a quelques jours. On s'aperçoit que l'année 2024, donc celle qui vient de s'écouler, l'année 2024 a été la plus meurtrière et la plus contagieuse de ces 5 dernières années. Pourtant, il n'y a pas eu de confinement, je ne vois pas de masques dans la rue, ou du moins ils ne sont plus imposés, heureusement, hein, je n'en plains pas. Pas de masques, presque une campagne de vaccination qui ne fait aujourd'hui plus tellement parler, alors que pourtant ça n'a jamais été aussi viral et jamais été aussi mortel que l'année dernière. Donc de deux choses l'une, et même deux d'ailleurs, c'est que d'une part, ces fameux vaccins, eh bien, objectivement, ne servent à rien. Ils ne permettent pas de se protéger de la maladie ou d'éviter de l'avoir, de la contracter, pour la simple raison que c'est le but d'un vaccin. Le but d'un vaccin, c'est d'éviter d'attraper la maladie. Bon, ben, on s'aperçoit que ce vaccin ne sert strictement à rien. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un vaccin. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus, je dirais, occupé à regarder sur ce qui se passe, la tragédie qui se passe en Ukraine, à vouloir envoyer des milliards en Ukraine, plutôt que de parler des cas du Covid. Donc c'est pour cela que, puisque nous le disions au début de cette émission, que j'invite nos auditeurs à ne jamais sombrer dans l'hystérie médiatique. Et cette question de l'euthanasie, dont on commence à parler actuellement, et qui commence à être traitée, notamment sur des plateformes de télévision auxquelles je suis abonné comme de télévision à la demande, auxquelles je ne vais pas faire de pub, mais auxquelles je suis abonné comme tout le monde, c'est vrai que je commence à voir de plus en plus de séries, de films qui commencent à traiter de l'euthanasie, et bien évidemment, dans un aspect totalement démagogique. Je dis, il faut toujours savoir raison garder,
et partir du principe que les gens qui nous gouvernent, eh bien, ne sont pas nécessairement des gens bienveillants et que généralement, quand ils essayent de nous indiquer une direction, eh ben, le bon sens convient de leur désobéir et de prendre le contre-pied inverse de ce qu'ils nous demandent de faire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Pardon encore une fois pour cette petite digression, mais c'est Yanis qui m'a lancé dessus en parlant du Covid. Oui, c'est de ta faute. Vous avouerez qu'actuellement, si je ne l'avais pas placé ici, je n'aurais pu la placer nulle part, puisqu'aujourd'hui, le Covid, tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison, effectivement. Vaste sujet, la vaccination, d'ailleurs. On devrait aborder ce sujet un jour, quand ce sera de nouveau le sujet tendance. Continuons si vous le voulez bien. J'aimerais vous poser cette question. Qui est, peut-on parler sérieusement? Vous savez, on entend souvent parler de mourir dignement, le droit de mourir dignement. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de droit à mourir dignement? Évidemment, bien quand même, vous aurez la parole après en tant que juriste. Mais tout d'abord, j'aimerais entendre Yanis Morio en tant que moldu, en tant que non-juriste. Est-ce qu'on peut parler librement de droit de mourir, pardon, excusez-moi, dans la dignité, quand la société elle-même abandonne ceux qui souffrent à la solitude ou à la précarité? Alors déjà, je me demande ce qu'est une mort digne et une mort indigne. Effectivement, il y a plusieurs manières de mourir. Il y a le suicide, il y a la mort au combat, il y a l'accident bête et méchant, il y a la mort de vieillesse, de maladie. On nous présente, voilà, on peut des morts héroïques, bon, qui sont voilà frappés en pleine jeunesse par une balle ennemie. Une mort ce que j'entends, c'est une question rhétorique, de dire qu'est-ce qu'une mort digne ou indigne. J'entends effectivement, parce qu'on nous parle de mort indigne, voilà, les gens qui sont plus contrôlés, qui sont seuls dans un lit, qui perdent complètement la raison, qui ne contrôlent plus leur corps. Bon, mais est-ce que voilà, cette mort vue comme indigne, c'est un peu une manière détournée de dire que ces gens seraient indignes, alors que c'est pas, voilà, il peut y avoir des raisons médicales ou autres qui poussent les gens à être en difficulté, mais voilà, petit à petit, si on commence à parler de mort indigne, on va dire que les gens qui meurent eux-mêmes seraient indignes, et là c'est le début effectivement de la porte ouverte à beaucoup de choses très graves, et une forme d'eugénisme même plus camouflé. Et on parle beaucoup de mourir dans la dignité, mais j'aimerais aussi que, avant de toujours se focaliser sur la mort, j'aimerais que on puisse aussi permettre aux gens de vivre dans la dignité, tout simplement. Quand on voit le nombre de Français qui n'arrivent plus à finir le mois, qui mangent très peu, qui sont même des fois en sous-nutrition, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'obésité, mais il y a aussi beaucoup de problèmes de sous-nutrition. Des fois, les deux se recoupent d'ailleurs. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vivre décemment, beaucoup de gens qui sont à la rue, même des fois on parle de travailleurs pauvres, déjà, bon ça, on travaille et qu'en plus on ne peut pas vivre de son travail, c'est déjà un problème en soi, ça ne devrait même pas exister ce concept de travailleur pauvre, mais il y a de plus en plus, je vais faire écho, je ne sais plus quelle gourgandine là, du gouvernement avait dit ça, à propos des ZFE, mais les pauvres n'ont pas de voiture. Alors non seulement j'aimerais dire que oui, beaucoup de pauvres ont une voiture, en ont besoin pour aller travailler, et il y a même un cas donc très particulier, il y a même des SDF qui travaillent et qui ont une voiture, mais qui sont obligés de dormir dedans parce que les logements coûtent cher. Donc tous ces exemples voilà, de vie, de gens qui aimeraient avoir un peu plus de dignité, un peu plus de moyens pour pouvoir vivre dignement, manger à leur faim, se vêtir comme il faut, vivre dans un endroit décent, bah, il faudrait déjà aider ces gens-là avant de dire tout de suite, non, non, aider à mourir dans la dignité sans vraiment expliquer ce que c'est. Je pense que il y aurait déjà pas mal, il y aurait déjà un gros travail de fait. Et oui, un gros travail de fait. Alors du coup, aux juristes maintenant, parce qu'on parle de droit à mourir dignement, ça veut dire quelque chose juridiquement, ou c'est encore une expression un peu capillotractée?
Non, tu viens de m'apprendre un mot. Quel est le dernier mot que tu viens d'employer, Alexandre? Je n'ai pas très bien entendu. Capillotracté, c'est ça? Capillotracté. Capillotracté, en gros, en grec, ça veut dire capillo, bah, les cheveux, tracté, tiré par les cheveux. Oh, mais c'est très bien. Écoute, Alexandre, bah, fantastique. Tu m'apprends une très belle expression. Je tâcherai de m'en resservir. Et voilà, donc oui, effectivement, comme tu dis, c'est totalement capillotracté. C'est bien sûr un scandale. Le, le vrai scandale, c'est l'indignité de la vie imposée à tant de nos anciens, à tant de malades abandonnés. Leur offrir l'euthanasie, c'est masquer notre démission collective. La dignité, ce n'est pas une injection létale. C'est une présence, c'est un soin, c'est une main qui tient la vôtre jusqu'au bout. C'est notre conception millénaire de la société, et plus que de la société, de la civilisation. Le reste, c'est qu'un écran de fumée pour fuir nos responsabilités. Un autre mot, si tu veux, que je peux t'apprendre, que j'utilise très souvent, c'est orchidoclaste. Je t'en prie, Alexandre. Orchidoclaste. Alors là aussi, c'est un mot valise en grec. Orchidée, alors je sais pas si tu le sais, orchidée c'est une fleur, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire orchidée en grec? Pas du tout. Alors orchidée, ça veut dire testicule en grec. Ah, donc quand tu offres un bouquet d'orchidées, tu offres en réalité un bouquet de testicules. De couilles, voilà, c'est ça, un bouquet de testicules. Et Eh ben, orchidoclaste... j'en offrirai à Astrid. Ah bah, elle sera heureuse. Alors, orchidoclaste, donc, ça veut dire casse-couille. Du coup, claste, cassé. Ah, je lui dirais, tu es une femme orchidoclaste. Et ben justement, ça me fait penser à ça, parce que c'est une expression que j'emploie souvent, et j'avais une collègue de travail avant qui me saoulait vraiment. Tiens, on mélange nos expressions, Pierre-Nicolas Nubs, qui me saoulait intensément, disons, de manière un peu excessive, et je lui ai dit, écoute, tu es la femme la plus orchidoclaste que j'ai jamais vue, et ne voulant pas se sentir conne, elle m'a répondu, ah, je te remercie, du coup, parce qu'elle pensait que c'était un compliment. Voilà. Bon, bah, je retiendrai ces deux mots, capillotracté et orchidoclaste. Eh oui, il y en a plein. Bah, t'as phytophage, par exemple. Phytophage, ça veut dire les quelques milliers de nos éditeurs fidèles qui nous écoutent, eux aussi utiliseront ces deux mots au cours de leur passionnante conversation. Et oui, bah, en fait, le grec, c'est fascinant pour ça. Phytophage, c'est l'inverse de carnivore, ça veut dire manger des végétaux. Phage, manger, phyto, végétal. Manger des végétaux, phytophage. Avec le grec, tu peux faire plein de trucs comme ça, c'est incroyable, le grec. Et ça marche en français. Oui, pardon, désolé. Les Grecs étaient noirs, hein, je vous rappelle, selon Combini. Hein. Ça me fera toujours rire, ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu sur ma question sur la mort avec dignité, excusez-moi. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on va arriver à 1 heure, et c'est ma dernière question sur le thème. Après, on parlera d'actualité comme d'habitude. En France, l'euthanasie pourrait-elle, à terme, devenir une réponse économique à la vieillesse, à la dépendance, voire à l'immigration de masse? Est-ce le signe d'une société qui démissionne face à ses responsabilités, mon cher Yanis? Alors oui, que l'économie est souvent l'argent est le nerf de la guerre. Bon, quand on voit dernièrement que beaucoup de patrons de compagnies d'assurance se sont déclarés favorables philosophiquement, bien, ils aiment bien rajouter des mots pour faire savant, donc favorables à l'euthanasie, bien les mecs, c'est pas des philanthropes, quoi. Ils se disent qu'une personne vraiment âgée, dépendante, qui leur coûte cher parce que ça fait des années qu'ils sont assurés chez eux, qu'ils ont plein de bonus et qu'ils tombent souvent malades, qu'ils se cassent le col du fémur ou un tas d'accidents de la vie comme ça. Ah, ma foi, ils se disent c'est plus sympathique pour eux, pour les caisses de l'assurance, que ces gens-là soient euthanasiés assez rapidement. Ça fera plein d'autres jeunes qui sont amenés à avoir moins d'accidents de la vie, statistiquement, parce qu'il y a des statisticiens auprès des compagnies d'assurance qui calculent le rapport investissement-risque par rapport
à tout un tas de cas, de situations d'assurance de logement, de véhicules, santé ou quoi que ce soit sur différents cas et qui font des calculs très savants, très précis pour ça, pour savoir ce qu'il en est. Donc, c'est effectivement le système des EHPAD au moment où vous pourrez plus payer, on en a parlé tout à l'heure, les assurances, enfin tout ça, ça sent quand même les questions d'économie. Donc, la santé, on parlait du serment d'Hippocrate tout à l'heure, est quand même censée être ouverte à tous, même à ceux qui ont peu de moyens. On voit que c'est de moins en moins le cas. Et je pensais aussi tout à l'heure en préparant l'émission que ça ne répond pas tout à fait à cette dernière question, mais il fallait que je savais pas quel moment le placer. Donc on voit dans les pays où effectivement l'euthanasie, donc pour tout un tas de raisons médicales, euh, est déjà appliquée, ça risque d'arriver chez nous. Il y avait le cas tragique, et vraiment très triste, du jeune Alfie Evans qui n'avait pas 2 ans, était citoyen britannique, qui avait une maladie qui en plus n'était même pas incurable. Il y a beaucoup de médecins qui disaient que sa situation pouvait s'améliorer. Les parents s'opposaient fermement à l'euthanasie. Et donc on parlait souvent dernièrement justement de l'état de droit, ce mot qu'on sort à chaque fois sans savoir ce que c'est. On se dit il y a état donc c'est sérieux, il y a droit donc c'est bien parce que les droits c'est bien. Ça ne veut pas du tout dire ça. Donc les juges britanniques avaient décidé que de toute façon il fallait condamner cet enfant, que c'était plus la peine, au mépris de nombreux médecins tout à fait qualifiés, au mépris du choix des parents. Et donc il y a eu pour le coup, de décisions politiques qui sont tout à fait louables. Donc le président polonais Andrzej Duda et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni avaient proposé, ont donné l'asile avec un passeport à la famille et à l'enfant. Mais bon, c'était trop tard, les juges avaient déjà décidé et la médecine, les médecins ont euthanasié l'enfant. Donc on voit voilà, que c'est une question aussi, quand le droit s'en mêle, la classe politique, plus les juges, plus tout ce système médical, voilà, on voit de quoi ils sont capables pour un enfant qu'en plus n'était même pas condamné naturellement et qui aurait très bien pu partir si ces pays étaient prêts pour le coup à les accueillir en tant que vrais réfugiés politiques. Bah non, là les juges ont décrété que non. Euh, ils ont, c'est au mépris d'ailleurs de tout, même du droit international. Oui, tout à fait. Bah, l'état de droit, ça me paraît quand même être une sacrée bêtise. Alors, je parle sous contrôle de la loi, mais ça me paraît beaucoup plus juste un état légal. Même quand on est à fond pour la démocratie, les juges ne sont pas élus. Un état de droit, ça me paraît être antidémocratique et même despotique. Pierre Nicolas Nibs, vous en Et, pensez quoi de tout ça? Vous aussi, vous pensez que c'est une bah, solution de facilité, bah, l'euthanasie? euh, c'est la question sur l'euthanasie d'abord, avant la question sur l'état de droit. C'est ça. Oui, En les résumé, deux, c'est tu me ça. poses deux questions. Et bah, je vois, bah, en réalité, je souris, je ris parce que je vois que tu as lu quelques textes que j'ai publiés récemment. Je t'ai un peu soufflé ta question sur l'état de droit et l'état légal. Bon, je partage la, la totalité. Je pense que ça étonnera personne de ce que vient de dire mon ami Yanis, notre ami Yanis. Voilà, je partage la totalité de ce qu'il vient de dire. J'ai trouvé ça très pertinent. Alors maintenant, on va en terminer avec le suçage de... Voilà. Mais oui, oui, pour répondre concrètement à la question, qui est de savoir si c'est le signe d'une société qui démissionne face à ses responsabilités, la réponse est oui. Il n'y a pas besoin de réfléchir davantage. C'est une dérive qui est très concrète. Et dans un pays surendetté, où l'hôpital est à genoux, où la population vieillit, où l'immigration est massive, eh bien, il y a certains, comme M. Attali, qui voient dans l'euthanasie, M. Attali ou Mme Rousseau d'ailleurs, hein, qui voient dans l'euthanasie une solution de gestion budgétaire. Et selon moi, eh bien, c'est une pente qui est très dangereuse, puisqu'une société qui ne protège plus ses anciens, qui ne protège plus ses malades, qui ne protège plus ses pauvres, mais qui les pousse plus ou moins discrètement vers la sortie, autrement dit la mort, eh bien, est une société qui renonce à sa civilisation. Voilà pour la réponse à ta question de la société démissionnaire face à ses responsabilités. S'agissant de la question de l'état de droit ou de l'état légal, eh bien, en réalité,
ce sont des questions qui peuvent paraître complexes puisqu'elles ne sont traitées à mon époque, en tout cas, c'était au deuxième semestre de la première année de droit. Je crois que Madame Le Pen a dépassé ce stade-là, mais Jean-Claude Martinez, qui a un temps fait partie du Parti de la France, qui est un de nos amis, avait dit qu'il corrigeait les copies de Madame Le Pen et que cette dernière écrivait en phonétique. Voilà, donc je pense qu'elle n'a pas dû être très assidue à ce genre de cours. Madame Le Pen a dit que la condamnation dont elle a été l'objet est en réalité une atteinte à l'état de droit. Mais en réalité, non, ce n'est pas une atteinte à l'état de droit, c'est l'application d'une sanction qui était tout à fait adéquate au délit qu'elle avait commis et qui a été rendue par des juges qui sont en quelque sorte les dirigeants, les dictateurs de cet état de droit, puisque l'état de droit, il faut que ce soit entendu comme la dictature des juges. L'état de droit, ce n'est pas l'état dans lequel le juge est soumis à la loi, c'est l'état dans lequel le juge dit la loi et où il a des prérogatives plutôt exorbitantes d'interprétation de la loi. Alors que l'état légal, duquel je suis partisan, moi je suis pour la destruction de l'état de droit et son remplacement par l'état légal, et bien celui-ci, c'est l'état dans lequel le juge est tenu de respecter la loi qui est faite par le législateur. Puisqu'il n'y a que le législateur, à mon sens, qui devrait pouvoir faire des lois, et de manière générale, eh bien, ce n'est pas à un juge de déterminer qui, dans une démocratie, est éligible ou qui ne l'est pas, mais seulement aux citoyens. Alors, s'il y a un élu qui se comporte mal, eh bien, écoutez, on lui inflige des amendes, on le met en prison, mais dès lors que les gens votent pour lui, dès lors que les gens ont envie de voter pour lui, eh bien, la personne doit pouvoir se présenter. Et aucun juge ne devrait déterminer, à lui seul, ou même d'ailleurs en formation collégiale, qui est éligible ou qui ne l'est pas. Donc moi, c'est pas le thème de cette émission, on pourrait peut-être en faire une autre, mais je suis un adversaire résolu de cet état de droit qui est en réalité la dictature des juges, et en l'espèce en France, la dictature des juges rouges, celle du syndicat de la magistrature en particulier, et je suis pour son remplacement par un État dans lequel tout le monde est soumis à la loi, y compris les juges d'ailleurs, et qui est l'État légal. Et bien sûr, pardon encore pour la digression, il faut savoir qu'en France, les magistrats, avec l'industrie des vaccins, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, même si ce n'est pas le thème de l'émission, il faut savoir que ce sont les seules personnes qui ne risquent absolument rien lorsqu'elles commettent des erreurs ou lorsqu'elles font, tout simplement, pour parler vulgairement, lorsqu'elles font des conneries. Ces gens-là ne risquent absolument rien. Ils peuvent donner des solutions, des décisions qui sont totalement illégales sans rien risquer du tout. Eh bien, ça me semble totalement insupportable et c'est pour cela que je propose la réintroduction du crime de forfaiture dans notre ordonnancement juridique, dès lors qu'un magistrat violera la loi, dès lors qu'un magistrat refusera d'appliquer la loi, dès lors qu'il se rendra coupable de dommages par ses décisions, eh bien, il sera tenu, bien sûr, de réparer le dommage, mais ils pourront, bien sûr, être condamnés pour les décisions illégales qu'ils rendent. Voilà. Ça, c'est l'état légal et pas l'état de droit. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça fait un petit peu mon autiste, un peu psychorigide pour changer. Mais devrait parce que moi j'ai toujours entendu dire Madame Le Pen, Madame Le Pen. Mais est-ce qu'on devrait pas dire Mademoiselle Le Pen parce que c'est son nom de jeune fille, elle n'est pas mariée. Eh bien, oui, c'est une demoiselle qui a pris un sacré coup par la vie, hein, si j'ose dire. Bon, je vais tâcher de rester correct. Il n'y a pas besoin d'aller dans ce genre de digression pour dire du mal de Madame Le Pen. Non, je l'ai toujours appelée Madame Le Pen. Je me refuse de l'appeler Mademoiselle. Je suis déjà bien assez gentil de l'appeler par le nom de son père que j'estime qu'elle ne devrait pas s'appeler ainsi. D'ailleurs, tu remarqueras sans doute, à chaque fois que j'écris Marine Le Pen, j'écris jamais Marine Le Pen, j'écris toujours MLP. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça me fait chier, je le dis clairement, ça me fait chier d'écrire Le Pen, en fait. Ah bah, je peux comprendre, je peux comprendre. Voilà, Oui, mais elle ça s'appelle comme ça. oui. Alors, là, je le dis à l'oral, j'appelle pas MLP, mais à l'écrit, je crie systématiquement MLP, parce que j'ai pas envie d'accoler le nom Le Pen à son prénom. Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Vous, Yanis, vous comprenez mon envie de continuer de l'appeler Mademoiselle puisqu'elle n'est pas mariée? Oui, techniquement, c'est vrai que à moins, bon, même quand elle s'est mariée, d'ailleurs, elle n'avait pas pris le nom de son mari, mais ça, bon, c'est souvent le cas des femmes qui ont une vie publique, parce que ça serait compliqué après en cas
de divorce ou quoi que ce soit, si le mari veut plus qu'elle utilise le nom, enfin, ça ouvrirait tout ce changement de société, d'ailleurs, ouvre à énormément de questions d'ordre pratique et juridique. Mais oui, de toute façon, comme dit Pierre-Nicolas, ça m'embête d'associer le digne nom de son père à ce qu'elle a fait. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc MLP, voilà, ma foi, pourquoi pas, ni madame, ni mademoiselle, ou un autre mot que Pierre-Nicolas emploie de temps en temps. Une merde. Voilà. Non, mais c'est vrai que, voilà, on a fait une petite digression. Mais après, je suis aussi biaisé parce que ma mère est née la même année que Marine Le Pen quasiment et on l'appelle mademoiselle parce qu'elle est pas mariée. Tout simplement. Donc je suis biaisé aussi par ce fait. Alors quoi? Et vous savez quoi? Et oui. Et oui, et du coup elle a mon nom. Enfin bref, longue histoire. Mais il est 1h pile et on a traité le thème, les amis. Quelle est cette précision? Quelle est cette justesse incroyable? Incroyable. Ah, eh bien, on finit par devenir des experts de la radio maintenant. Avec toutes Absolument. les émissions qu'on a fait, on est des professionnels désormais. Absolument, je suis bien d'accord. Et est-ce que vous ferez 15 minutes pile pour les actualités? Bon, on va voir ça tout de suite, si vous voulez bien. Oh ben, oui, je pense, parce que pour être tout à fait honnête, cette semaine, je ne me suis pas du tout préoccupé de l'actualité. Alors, tu vas m'apprendre les faits qui sont déroulés, parce que je ne sais absolument pas ce qui s'est passé cette semaine. Hein. Pour le national, j'ai pas noté grand-chose, honnêtement. Voilà. Sur l'international, oui, c'est passé des choses. Bah, Non, on l'a traité la moi, semaine le dernière, mais... seul truc que j'ai vu, le seul fait d'actualité que j'ai vu, c'est que Gisèle Pellicot a retrouvé l'amour avec un homme qui s'appelle Jean-Loup. Je ne suis pas Ouais, sûr j'ai que vu nous allons en ça. parler. Non, Elle a c'était vu pas le prévu loup. qu'on en parle. Oula. Bah, elle l'a vu plus... Enfin, bref. Si vous... Tenez-vous bien. Effectivement, non, ce sera pas dans les actualités que j'ai notées ce soir. Mais merci pour cette petite précision. Non, bah, par exemple, vous savez, moi, j'aime beaucoup, je suis assez friand. Je regarde pas de séries. Je regarde pas Netflix, etc. Mais je regarde beaucoup les LR. Les Républicains. Et au final, c'est à peu près pareil, si vous voulez. C'est une dose de divertissement suffisamment important. Pourquoi alors entre Louis Sarkozy, Wauquiez, Retailleau et même fut un temps avec Ciotti, il se passe toujours des choses chez LR. Il se passe toujours des choses. Et je vais vous lire justement le communiqué de presse de Thomas Joly à ce sujet, qu'il a appelé Retailleau-Wauquiez, le duel des imposteurs. Thomas Joly, président du Parti de la France, nous dit: Ah, la grande épopée des Républicains, la course à la présidence de ce qu'il reste d'un parti moribond, excusez-moi. Voilà donc le feuilleton palpitant que l'on nous propose. Qui, de Retailleau ou Wauquiez, parviendra à récupérer le volant d'une voiture qui roule depuis des années, les phares éteints sur la voie de gauche? Franchement, qui cela peut encore passionner, hormis 3 journalistes politiques et les éternels losers d'un centrisme droitard? Retailleau, ce faux dur qui joue au ministre de l'Intérieur pendant que l'Algérie l'humilie, pendant que la racaille attaque nos prisons et que Macron le traite comme un huissier de l'Élysée, son autorité est aussi crédible que son attachement à la souveraineté nationale. Et que dire de Laurent Wauquiez, ce tartuffe aux gilets rouges? Il alterne les clins d'œil appuyés à la droite conservatrice et les petits arrangements électoraux avec la gauche la plus extrême, sauvé en 2024 par un candidat, rappelons-le, de la France insoumise qui s'est retiré au second tour pour qu'il puisse battre le RN sur sa circonscription. On croit rêver. Il paraît que le diable se cache dans les détails. Chez Wauquiez, c'est plutôt dans les compromissions. LR, c'est le parti de la droite qui s'excuse d'être de droite. Toujours en train de quémander un brevet de respectabilité, à des médias qui les méprisent, à une gauche qui les hait, à un peuple qu'ils ont trompé. Ils ont tout trahi, la nation, l'autorité, l'identité. Ils ont abandonné leurs électeurs sur le bord de la route pour se faire applaudir dans les dîners du 7e arrondissement. Ils avaient une chance, une seule de ne pas sombrer. L'alliance avec le RN tentée par Éric Ciotti. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont crucifié en place publique pour avoir osé envisager ce que leurs électeurs réclament depuis des années.
Alors qu'ils se battent entre eux pour savoir qui sera le capitaine du Titanic, les Français de droite, eux, n'attendent plus rien de ces guignols. Ils cherchent une droite qui ne tremble pas, une droite qui ne s'agenouille pas. C'était le communiqué de presse de Thomas Joly, président du Parti de la France, sur la rivalité entre Retailleau et Wauquiez pour savoir qui sera le président des Républicains. Alors Yanis Morio, vous, les Républicains, ça vous parle? Moi, je vois qui c'est, mais ça ne me passionne pas, effectivement. Oui, donc entre Retailleau, effectivement, bon, je ne pense pas que le mec soit malhonnête, mais en tout cas, il est trop gentil pour le poste. Il s'est dit, je ne comprends pas comment il s'est dit qu'en rentrant dans ce gouvernement, il allait pouvoir faire quelque chose. Donc non seulement il ne peut rien faire, et en plus il se décrédibilise pour la suite. Donc bon, c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau pour pas grand-chose. Et puis il va être obligé de faire des compromissions déjà, donc chose on en a très peu parlé, mais lui qui normalement voilà, devait être le candidat des catholiques, en plus étant vendéen, ayant été proche du Puy du Fou, il y a un changement récemment donc, du nouveau secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui sera nommé bientôt, qui est donc, comme tous les secrétaires généraux de ministères, souvent viennent de la préfectorale, et il se trouve que le nouveau secrétaire général, c'est l'ancien préfet des Alpes-Maritimes, celui-là même qui a fait déboulonner la statue de Jeanne d'Arc qui avait été posée à Nice. Bon, le symbole, ça peut paraître anecdotique, mais bon, c'est quand même, voilà, pour le chantre de la droite catholique, c'est un peu dommage. Et pour Vauquier, bah alors là, Vauquier est une farce, hein, c'est le faux dur absolu. La dernière personne qui m'avait dit du bien de Vauquier, bon, c'était une vieille dame de 80 ans qui ne sait plus trop où elle en est. Bon, c'est bien légitime à son âge, qui dit souvent dit des choses sur les Arabes qu'on n'oserait pas répéter ici de peur d'être censuré, mais qui à côté de ça n'a jamais voulu voter Front National parce que oulala, Le Pen il va quand même très loin. Donc bon, voilà, qui peut soutenir Vauquier à part des gens qui ne savent plus trop où ils en sont. Ce type est une farce. D'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup à chaque fois que je l'entends parler, mais c'est exactement la marionnette de Richard Virenque dans Les Guignols de l'Info quand il dit j'ai pété sous la tente. Bon, enfin, on peut pas prendre Vauquier au sérieux. Donc entre voilà ce personnage dont tu viens de dresser le tableau et Retailleau, voilà qui est allé, que va-t-il faire dans cette galère, comme disait Molière. Bah voilà, non-événement de savoir qui prendra la tête du parti, le parti de Valérie Pécresse qui était à moins de 5%. Euh, voilà, pourquoi pas. Il y a des séries plus passionnantes que la guerre des LR. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et vous, cher Pierre-Nicolas Nups, ah oui, Wauquiez, on s'en rappelle, hein, les Brutus, ennemis de de la République. Enfin bref, Mm. voilà, on connaît Wauquiez sur son niveau d'histoire. Oui, Pierre-Nicolas Nups, vous pensez que les électeurs attendent de la radicalité ou au contraire de la modération? Ah, ben, il y a de la radicalité, évidemment. D'ailleurs, notre président l'a parfaitement bien synthétisé dans son communiqué que tu viens de nous lire. Euh, c'est l'appareil politique qui refuse l'alliance avec hier le Front National et aujourd'hui Rassemblement National. Les électeurs sont tout à fait disposés à tout de même à une fusion des deux mouvements. Eh bien, finalement, non. On a un appareil qui est en grande partie poussé par Pécresse, Vauquier et j'en passe et des meilleurs, qui est en déconnexion totale avec la volonté de leurs électeurs et qui se sont, in fine, coupés de la base. Et ça les a conduits là où ils sont aujourd'hui. Objectivement, les républicains, et je m'en félicite, ils sont terminés. Aujourd'hui, l'espace qui était occupé par hier l'UMP et même hier, dans un hier plus proche, par les Républicains, est aujourd'hui occupé par le Rassemblement national. Et la place qu'occupait le Front National, c'est nous qui l'occupons aujourd'hui. D'ailleurs, rafraîchis-moi la mémoire, mais il me semble que quand on s'est présenté ensemble en juin dernier, il me semble qu'on les a battus, les LR, il me semble, non? On les a défoncés, ouais, ils étaient à Voilà. 5%, je crois, et nous on était à 10. Voilà, on les a battus. Donc voilà, les LR sont terminés.
Leur cas ne m'intéresse pas, je n'ai pas de commentaires à faire à leur sujet. Voilà, voilà, ils sont KO. Alors, Ils sont finis. continuons. Ils sont finito. Ils sont finito. Terminado. Continuons un peu. Alors, j'ai pas pour habitude de lire 2 fois d'affilée un communiqué de presse, mais vous savez, il y a Gilles Le Tallec. Alors, Gilles Le Tallec, il est pas forcément connu du grand public en soi, parce que c'est le responsable des adhésions, membre du bureau politique du Parti Qui de fait la un France. travail ô combien nécessaire à notre mouvement et nous l'en Et oui, remercions très chaleureusement. D'autant plus qu'il absolument. fait cela à titre purement bénévole. Et je ne suis pas sûr que si on payait quelqu'un, on aurait un travail qui serait aussi bien fait que ce qu'il fait. Il est vrai, il est vrai. Il est vrai. Et oui, d'ailleurs, petite anecdote assez amusante, que je révèle après 150 émissions, mais tant pis. C'est Gilles Le Tallec qui a trouvé le nom, le forum du PDF. Le nom de l'émission. Voilà, donc c'est assez amusant. Quand on vous dit qu'il est indispensable. Eh oui, eh oui. Donc c'est assez intéressant. Alors oui, Gilles Le Tallec, il écrit pas forcément souvent des communiqués de presse, moi non plus d'ailleurs, hein, c'est pas forcément notre rôle, même si on essaie tous d'en écrire. Et il en a sorti un récemment, et je l'ai trouvé très bon dans cet exercice. Il est très bon, Gilles Le Tallec, dans l'écriture des communiqués de presse. Faudrait qu'il en écrive plus souvent. Et il en a écrit un sur une actualité, vous savez, le manque de respect assez flagrant dans les prisons. Enfin, le manque de respect, c'est même pire que ça. On entend des tirs, il y a des histoires de drogue, des histoires d'insultes, et ce dans toutes les villes. Je vais vous lire le communiqué de presse de Gilles Le Tallec, ce sera mieux. Alors Gilles Le Tallec nous dit: il fut un temps où la prison était le lieu redouté de ceux qui défiaient l'ordre. Aujourd'hui, elle est devenue le théâtre de la décadence républicaine, un véritable souk où l'indiscipline, la luxure et l'insolence règnent en maîtresse. Les vidéos honteuses qui pullulent sur les réseaux sociaux, téléphone portable en main, drogue, femmes, festins, prouvent que nos établissements pénitentiaires ne sont plus que des passoires où le désordre s'épanouit en toute impunité. Depuis des décennies, nos gouvernants, ou ce qu'il en reste en tout cas, rivalisent d'incompétence et de lâcheté. Ils projettent et ils promettent des murs, livrent du vent, ils annoncent des réformes à couche du néant, aveugles, sourds et surtout déconnectés du peuple, ils laissent pourrir la situation quand ils ne pâtissent pas avec le chaos. Aujourd'hui, on franchit un cap. Très clairement, on franchit un cap, les prisons françaises sont devenues des cibles, des kalachnikovs qui crachent leur feu contre les murs de l'État, des véhicules de surveillants qui partent en fumée, victimes d'une haine qui ne se cache même plus. Avec le Parti de la France, jamais un tel déshonneur ne serait toléré, car la prison doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un lieu de rigueur, un lieu de sanction, un lieu d'expiation. Pas un club vacances pour délinquants multirécidivistes. Nous exigeons un enfermement véritable, cellules fouillées quotidiennement, visites strictement limitées, communication surveillée, qu'importe les jérémiades des élus locaux. Il faut construire des prisons modernes, infranchissables, sans se soucier, des caprices électoralistes. Nous réclamons un corps pénitentiaire renforcé, formé, armé et respecté, mieux payé, mieux protégé. Il sera le rempart contre l'anarchie que nos élites consentantes laissent se répandre. La France mérite mieux, elle mérite l'ordre, elle mérite la justice, elle mérite l'autorité, elle mérite le parti de la France. Incroyable cette fin. Ouais, Gilles est très bon à l'écriture des communiqués, moi je Oui, très maintiens. bien. Et oui, il est très bon. Et puis le Très message, bien, je pense que vous êtes d'accord, Pierre-Nicolas, vous êtes vous juriste. Les juristes Oh, auraient moins de travail si la justice et la prison faisaient mieux leur travail. je vais avoir du mal à faire mieux, d'autant plus que je m'y étais pas préparé. Mais oui, je partage tout ce que vient de dire Gilles Le Tallec. Quand on va en prison, on n'y va pas pour faire du karting ou pour se taper des putes ou fumer du chichon. J'avais déjà dit, je sais plus, c'était à propos de la justice ou de la peine de mort, enfin, dans un des forums qu'on a fait, toi et moi, avec je ne sais plus quel invité, j'avais dit que si c'était moi qui avais géré les prisons de ce pays. Malheureusement, on en est loin, mais ça ne serait pas, évidemment, ça ne se passerait pas du tout comme ça, et ça serait même encore moins coûteux que ce que préconise Gilles Le Tallec. Moi, ça coûterait rien du tout, et les prisons, enfin les lieux de détention, vraiment, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux, mais les lieux de détention, moi, je vous en construirais en moins de 24 heures.
peut-être même en moins de 12 heures. On va simplement relier des poteaux avec du fil barbelé, on électrifiera le fil barbelé, on mettra tous ces espèces de bestiaux au milieu des fils barbelés dans des baraquements, et le traitement sera nettement différent que ce à quoi ils ont le droit aujourd'hui. Je vous le garantis que si jamais un jour j'ai à gérer des prisonniers dans ce pays, ça prendra moins de 24 heures et ça ne coûtera absolument rien. Et non seulement ça coûtera rien, mais en plus c'est eux qui rapporteront de l'argent, que ça ne se passera pas du tout comme ça se passe actuellement dans les prisons françaises. Et d'ailleurs, les gens qui y rentreront dans ces prisons-là, s'ils en sortent autrement que par les airs, ils pourront s'estimer bien heureux. Bien vu, mon cher Pierre-Nicolas, bien vu. Oui, Yanis Morio, au-delà de la qualité que j'ai déjà vantée de l'écriture de Gilles Le Tallec, vous pensez aussi que les prisonniers, ils sont trop à la cool, c'est trop un centre de radicalisation et que elle n'est absolument pas dissuasive pour les multirécidivistes? Ah oui, bah, clairement. En tout cas, pour les délinquants ou pour tous ces gens qui ont des appuis et qui ont de quoi cantiner facilement. La situation est peut-être plus difficile pour les délits routiers ou les gens qui ne sont pas de la pègre. Mais oui, il n'y a plus rien de dissuasif aujourd'hui quand on voit les jeunes, pour employer le terme habituel, pour qui c'est comme le premier tatouage chez les marins, où c'est devenu le rite de passage. Euh, Ils ont accès à plein de choses. Ceux qui ne sont pas forcément religieux, donc au sens musulman, j'entends, se radicalisent là-bas. Des mecs qui ont commencé, voilà, à dealer du shit, mais qui n'avaient pas une grande passion pour les 5 piliers de l'islam. Après, finissent par se retrouver dans des attentats. On en a vu d'ailleurs, liés à Daesh, qui avait commencé comme ça. Euh, donc oui, il y a tout à revoir dans les prisons françaises. Ça, c'est une véritable. C'est une passoire, c'est un centre d'amusement pour jeunes de banlieue. L'affaire du karting, voilà, était assez éloquente, mais ô combien non isolée. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir et faire des économies, cadrer un peu tous ces gens. Et puis, il y a aussi il y aurait moins besoin de places de prison si pour tous ceux qui le mériteraient, passer par la guillotine. Ça, c'est une évidence. Et oui, vous avez bien raison, oui, oui. Et puis la peine de mort, la remigration, il y a plein de solutions, mais c'est juste qu'il y a un manque de volonté. C'est pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté. Sachez, je fais l'annonce directement. D'ailleurs, ça a bien tourné, je crois, donc on pourrait espérer être un certain nombre, je pense. Il y aura un hommage à Jeanne d'Arc et à Jean-Marie Le Pen le 1er mai de cette année 2025, donc dans 2 semaines, à la place Saint-Augustin à Paris. Rendez-vous 11 h, organisé par le Parti de la France. Alors pourquoi Jean-Marie Le Pen et Jeanne d'Arc? C'est très simple. Jean-Marie Le Pen a toujours fêté Jeanne d'Arc. Jean-Marie Le Pen, pardon, a toujours fêté Jeanne d'Arc, et le Front National, le Rassemblement National maintenant, a délaissé cette figure emblématique qui a pourtant sauvé la France. D'ailleurs, le 1er mai, au Parti de la France, on le faisait chez Jean-Marie Le Pen, au manoir de Montretout, avec Jean-Marie Le Pen, bien entendu. Donc c'est important pour nous de rendre hommage aux deux, à la fois à Jeanne d'Arc et à la fois à Jean-Marie Le Pen. Pierre-Nicolas, vu qu'il est secrétaire général du Parti de la France, vous l'expliquerez peut-être mieux que moi encore. Tout à fait. C'est pas la première fois que le Parti de la France organise le traditionnel défilé nationaliste du 1er mai. En réalité, nous faisons ça depuis notre création à peu près. Alors avec des degrés de médiatisation beaucoup moindres que ce dont a bénéficié le Front National, qui est aujourd'hui contrôlé par la fille renégate de Jean-Marie Le Pen. Mais nous qui nous inscrivons dans la filiation idéologique et même structurelle du parti de Jean-Marie Le Pen, eh bien, il nous semble nécessaire de faire perpétuer cette tradition, cette noble tradition du 1er mai qui célèbre à la fois le travail, mais aussi la sainte qui sauva le royaume de France, Sainte Jeanne d'Arc. C'est très important pour nous de faire cette manifestation populaire. Et aussi longtemps que Dieu nous prêtera vie, nous continuerons de l'organiser, de faire en sorte qu'elle se déroule, mais
aujourd'hui, malheureusement, puisque Jean-Marie Le Pen a été rappelé à Dieu, nous rendrons également hommage à Jean-Marie Le Pen avec tous les fidèles qui lui restent, et nous en faisons partie. Et c'est là notre honneur de continuer à nous inscrire dans le combat de Jean-Marie Le Pen. Alors, vous avez sans doute remarqué que Marine Le Pen a rompu avec cette tradition depuis des années. Marine Le Pen ne fait plus de 1er mai. Marine Le Pen n'aime pas les manifestations populaires. Marine Le Pen, elle n'aime pas les défilés. Marine Le Pen, je crois qu'elle n'a défilé en tout et pour tout depuis qu'elle est présidente du Rassemblement national. Elle n'a défilé que 2 fois. Une fois, c'était la marche contre l'antisémitisme, où elle a d'ailleurs été pas très bien accueillie. Elle était en fin de cortège, plutôt huée par les participants. Et la deuxième fois qu'elle a défilé, eh bien, c'était pour elle-même. C'était pour elle-même, pour sa condamnation par l'état de droit qu'elle a la bêtise de continuer à défendre. Eh bien, nous ne faisons pas partie, bien évidemment, de ces gens-là. Nous continuerons à organiser des 1er mai et nous vous invitons à vous y rendre nombreux en ce jour qui est un jour férié et qui vous donnera la possibilité de nous retrouver autour bien sûr, du verre de l'amitié et dans la communion vis-à-vis de tous les combattants qui nous ont précédés, toutes les personnes qui ont construit ce mouvement national, à commencer par la Sainte elle-même. Oui, absolument. Oui, rappelons que Jeanne d'Arc, je l'ai pas dit, on va lui dire Sainte Jeanne d'Arc, effectivement, elle a été canonisée au XXe siècle, si je dis pas de bêtises, il me semble. Oui, oui. C'est assez récent, finalement, c'est relativement récent. Et oui, demain, oui, demain, chemin de croix, hein, je vous rappelle, c'est vendredi saint de la semaine sainte, avant Pâques, ça fait partie de l'actualité également. Bah écoutez, moi, oui, effectivement, comme actualité, on pourrait parler de Bayrou, qui s'est encore illustré, mais j'ai envie de dire, c'est toutes les semaines, Bayrou, voilà, toutes les semaines, Bayrou, il nous fait un spectacle, où il trouve pas son verre d'eau qui est devant lui, ou alors il dit des énormités astronomiques, c'est le cas de le dire, sur le nombre d'étoiles qu'il y a dans le système solaire, ou alors il se trompe dans les chiffres, voilà, bon, écoutez, Bayrou, c'est un peu le Biden français, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas ce qu'il... Et voilà, on comprend pas, voilà, ça fait partie de l'actualité. J'ai pas forcément envie de développer là-dessus parce que j'ai l'impression que j'en parle toutes les semaines des bêtises de Bayrou. Je dois faire une émission qui s'appelle Parlons des bêtises de François Bayrou, les guignols de l'info. Tiens, ça devrait bien marcher. donc moi j'ai pas forcément de nouvelles par rapport à ça. Mais c'est une catastrophe. C'est le pire Premier ministre, je pense, qu'on ait jamais en termes de bêtises. Même s'il m'a fait beaucoup rire avec son Burger King, mais je ne sais même pas si c'était de l'humour contrôlé à ce niveau-là. Yanis, vous avez entendu parler, non, des dérapages de François Bayrou? Ah oui, là pour le coup, je pense que c'est un début de sénilité qui peut effectivement arriver à son âge. Bon, avoir attendu aussi longtemps pour être homme de premier plan, bon, il voulait l'Élysée, il s'est contenté de Matignon. Avoir fait des pieds et des mains pour avoir le poste, avoir fait un caprice auprès de Macron, tout ça, pour au moment où il arrive, au moment de sa gloire, où il récolte les lauriers, bah, il n'est plus en état d'en profiter. Bon, c'est un peu triste pour lui. S'il n'avait pas le sort de la France entre les mains, on serait presque empathique. Mais bon, c'est assez voilà, consternant de voir ça. Je pense apparemment il ne durera pas très très longtemps. Et le gouvernement finira par sauter. Bah, on espère. Ouais, hein, je me rappelle parce que je dis François Bayrou, j'en parle toutes les semaines, mais Laurent Wauquiez aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, j'avais complètement oublié que j'avais parlé de lui parce que Laurent Wauquiez avait proposé d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, c'est quand même exceptionnel. Non mais excusez-moi, mais ça me fait beaucoup trop rire. Envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon vont être ravis. Non ouais, c'est vraiment territoire délaissé de la République, allez on fout ça là, hop. Ah, le Karcher, attention. Surtout que Saint-Pierre-et-Miquelon, qui d'ailleurs, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est amusée à faire une communication là-dessus. C'est d'ailleurs un de nos derniers dom-tom
plus anecdotiquement avec Saint-Barth, qui, contrairement au reste des Antilles, est quand même plutôt blanc. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vraiment un de nos derniers dom-toms ethniquement européen. Donc je ne sais pas si Wauquiez le sait, s'il connaît les Outre-mer, s'il connaît la société locale, s'il connaît même ce que la société française en général. Donc je ne sais pas si c'est conscient, si c'est vicieux de sa part de se dire, ou si vraiment il a voulu faire un bon mot, parce qu'il s'est dit, oh c'est loin, comme je ne sais plus qui c'était, voilà, Dupont-Aignan qui lui avait proposé les Kerguelen, qui, elles, pour le coup, n'ont pas d'habitants permanents. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, c'est une société très particulière, essentiellement peuplée de Bretons, de Normands et de Basques, qui sont au large du Canada, qui ont un accent d'ailleurs proche des Québécois, qui vivent entre eux, une société tout à fait plutôt saine. Il n'y a pas de grande délinquance. Bon, il y a beaucoup de chômage dans la mesure où tournait beaucoup autour de la pêche et qu'il y a de moins en moins de pêche avec les quotas et puis le Canada voisin qui mange aussi beaucoup de poissons dans la région. Donc voilà, un des derniers territoires encore préservés de France. Bah, il s'est dit on va les mettre là-bas. Bon, l'idéal serait de les renvoyer chez eux tout de suite, mais bon, c'est trop demandé à ces gens-là. Donc vraiment d'aller souiller vraiment le dernier territoire encore serein de France, je trouve que vraiment là, il a fait fort. Ah, exceptionnel, le gars. Exceptionnel. Exceptionnel. Non, écoutez, moi, je suis KO. Moi, je suis KO devant tout ça. Mais oui, non, mais les pauvres dom-toms, les pauvres... C'était Julien Lepers qui s'était présenté là-bas pour être député. C'est pas forcément une information qui est très connue, mais oui, Julien Lepers a été candidat aux élections législatives, au même titre que moi ou que Pierre-Nicolas Nus. Nous avons 2 candidats aux législatives ce soir sur l'émission, et il s'était présenté, ça m'avait un peu étonné, aux élections législatives avec l'étiquette du RPR. Voilà, figurez-vous. C'était en 1981. Et il a obtenu 180 voix. À peu près 6%. Voilà, petite anecdote. En tout cas, chers amis, moi ça a été un plaisir d'animer cette émission avec vous deux, mes 2 amis Yanis Mario et Pierre Nicolanus. Merci pour la qualité de vos interventions respectives. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Alexandre, et surtout, tu restes près de ton téléphone puisque je t'appelle dès que tu coupes le micro. Mais c'est pas pour t'engueuler. Oui, tout à fait. Moi je me lève tôt demain parce que je dois accueillir Yanis Mario dans ma ville, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, nous allons donc au chemin de croix, à l'office de la croix, et puis nous fêterons Pâques après, effectivement, à Dijon. Et on va déposer aussi ensemble notre dossier à la candidature aux élections législatives, puisque Yanis Mario est mon suppléant. C'est la semaine prochaine, oui. Bah ouais, c'est ça, c'est mardi, c'est ça, absolument. Mardi. Je ferai une communication là-dessus. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir assisté à cette émission, de nous avoir écoutés. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, c'est très important. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Que Dieu bénisse Donald Trump. Rendez-vous... non, c'est pas demain, c'est samedi, du coup. Enfin, demain si vous êtes sur YouTube et samedi si vous êtes sur Twitter. Dimanche, pour un entretien avec Arnaud Mille. Décidément, j'enchaîne les émissions américaines. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonne Pâques, bonne fin de carême. Bonne semaine sainte.